Bonjour Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et surtout merci beaucoup de m'inviter dans tes locaux. On va parler aujourd'hui de Tissium et puis j'en profite aussi pour remercier David Comartin qui m'a permis de te mettre en relation avec toi. Donc aujourd'hui évidemment on va parler de Tissium, on va parler de ton parcours entrepreneurial et pour commencer la classique, est-ce que tu peux te présenter à nos éditeurs, nous raconter un petit peu ton parcours, ce que tu as fait avant Tissium et ensuite on va dérouler petit à petit jusqu'à Tissium. Très bien, merci beaucoup. Merci de prendre le temps pour échanger ensemble. Mon parcours, alors j'ai un parcours, on va dire, je suis un ingénieur de formation. D'accord. Donc j'ai fait des études d'ingénieur généraliste assez classiques, on va dire. Tu as fait quelle école? J'ai fait l'école centrale Paris. D'accord. Et en dernière année, j'ai décidé de me spécialiser dans les sciences du vivant, ce qui à l'époque était assez atypique. Et je suis parti étudier la biologie moléculaire à l'université de Tokyo. Ok, d'accord. En dernière année, ce qui m'a permis, j'ai complété cette formation avec 2 années de recherche dans un laboratoire à Todai. Okay. Et c'est comme ça que j'ai glissé naturellement, si je puis dire, vers les sciences du vivant, ce qui est un peu atypique. Tu avais une appétence pour les sciences du vivant avant justement ton passage à Tokyo ou... Pas spécialement. En fait, comment dire, pour être positif, j'avais pas une super appétence au lycée en biologie parce que j'aimais bien, mais j'étais pas. Il y avait un côté assez rédactionnel. Ouais. J'étais plutôt maths physique. J'étais plutôt maths physique. J'ai toujours une appétence pour les sciences du vivant dans le sens, je trouvais que le médical ou la médecine c'était quelque chose qui permettait de donner du sens à ce qu'on faisait, mais comme plein d'autres métiers, mais moi c'est une discipline qui avait du sens. Ma mère est médecin, donc ça a peut-être joué dans ce sens-là, possiblement. Possiblement. Et puis aussi, en fait, en école d'ingénieur, il n'y avait aucune discipline qui m'intéressait vraiment. D'accord, ok. Où je me sentais de me spécialiser. Parce que quand tu es rentré initialement en école d'ingénieur, qu'est-ce qui t'intéressait? Tu as fait ce parcours parce que voilà, parcours classique, ouais. Non, mais j'avais pas d'envie, quoi. Ouais, j'étais élève, j'ai des facilités en maths et en physique, donc je suis allé en classe préparatoire, et puis c'est l'école d'ingénieur qui m'a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Okay, il y a un système de ranking, je suis allé dans la meilleure école où j'étais pris. Ok, d'accord. À l'époque. Et puis dans l'école, il y avait le génie chimique m'intéressait un petit peu, mais je ne me voyais pas démarrer ma carrière en prod. Ok. Donc c'est pour ça qu'en dernière année, à l'époque à Centrale, ce qui aujourd'hui est devenu très générique, c'est-à-dire faire des études à l'étranger, c'est quelque chose d'assez... c'est ce qui t'ouvre un peu. Ça existe. Ouais. À l'époque, c'était assez rare. Non, assez rare. Centrale avait une spécialité, c'est que 25% à peu près des élèves partaient faire leur dernière année à l'étranger. D'accord. Ce qui à l'époque était très très élevé. On parle de 97. Donc c'est quand même assez... Maintenant, quasiment tout le monde le fait. Bon, hormis dans la science ou médecine, pharma, on ne nous pousse pas du tout à l'étranger. Ouais. Les écoles ingé, vous avez vraiment cette force. Ça se fait plus maintenant. Et donc, c'est comme ça que je suis allé faire de la biologie. D'accord. Tu m'as dit aussi en pré-appel que tu avais fait un passage à l'INSEAD pour vérifier ton appétence justement pour la santé. Alors en fait, après ces deux années en biologie moléculaire, j'ai commencé à travailler pour une société. J'ai fait un VSNE, une coopération, qui existait à l'époque, chez Transgène. D'accord. Et à Boston. Donc j'ai travaillé, je fais du business développement dans une société qui fait de la thérapie génique à l'époque. Et donc j'ai vraiment commencé dans l'industrie de la santé. Après, j'ai participé à la création d'une société qui s'appelait Foss Pharma, qui maintenant est devenue Domaine Thérapeutique. D'accord, ok, tu avais entrepris avant. J'avais participé, j'avais aidé l'équipe lors de la création. Mais j'avais aussi, en parallèle de ça, et tout le monde était informé, postulé à l'INSEAD. D'accord. Et si j'étais pris, donc j'avais fait le choix de rejoindre l'INSEAD, ce qui était le cas. Donc j'ai fait une année full-time. Et c'est vrai que pendant cette année, je me suis posé la question de si je souhaitais ou pas rester dans l'industrie de la santé. Et après avoir regardé un petit peu les autres choses qui s'ouvraient à moi. Non, c'est pas un doute, c'est toujours bien de se poser des questions. De savoir. C'est toujours bien de comment dire, réévaluer ses hypothèses, quoi. Ok. Ça, c'est quelque chose de très drôle parce que sur le podcast, j'ai remarqué que beaucoup de personnes étaient passées par l'INSEAD. Et je dois avouer que je ne connaissais pas cette école avant d'avoir lancé le podcast. Et dans la santé particulièrement, est-ce qu'il y a peut-être une explication de pourquoi les gens vont faire ce MBA à l'INSEAD? Parce que j'ai eu
me semble que j'ai eu Sophie Cahen qui l'a fait, j'ai eu le CEO de Ilint qui l'a fait. Il y a beaucoup de personnes qui le font. C'est vraiment quelque chose de récurrent sur le podcast. Je sais. Peut-être, je n'ai pas de stats. Ok. Je sais, une stat que j'avais codue à l'époque, qui a dû évoluer, je crois que c'était 10 ou 15 ans après le diplôme. C'est un diplôme, c'est une école qui se fait uniquement post-expérience professionnelle. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait tout de suite après. C'est pour ça, du coup. L'INSEAD, Okay. c'est des formations soit de type MBA, après 3-4 années de formation, d'activité professionnelle, soit ce qu'on appelle aussi des executive MBA. Donc, c'est des choses qui sont faites en parallèle d'une activité professionnelle. Est-ce que ça t'apporte vraiment, quand tu as déjà bossé à Boston, tu as bossé un peu dans le cœur du réacteur de la health tech, de la santé, tu as bossé chez Transgène, est-ce que ça t'apporte quand même quelque chose de faire ce MBA derrière? Moi, j'ai beaucoup aimé ces années-là. Okay. Donc, ce que j'ai fait, c'est un full-time. Donc, je me suis arrêté de travailler pendant 1 an. C'est très immersif. Moi, j'ai beaucoup aimé à la fois les gens que j'ai rencontrés, et puis je pense que ça apporte des réflexes, des façons de se poser des questions, de challenger la situation qu'on a en face de soi, qu'on a développé d'un point de vue technique, parfois en école d'ingénieur. On apprend un peu, et pas nécessairement au niveau business. Et donc, ça permet de se poser des questions ou d'aller parfois un peu plus vite sur certains sujets. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a épanoui personnellement. Donc, c'est quelque chose que tu recommanderais à quelqu'un qui veut entreprendre? Ouais, je pense qu'il faut. Ouais, moi, j'ai fait à 30 ans. Donc, Ok, oui, donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de. Alors, je pense qu'après, il ne faut pas le faire trop tard non plus, mais il ne faut pas le faire trop tôt. Parce que je pense que ça donne une forme d'expérience, pas de maturité, mais voilà, un peu de recul. Je pense que c'est toujours plus qualitatif de le faire dans on revisite un peu nos expériences passées. Donc, le fait d'en avoir quelques-unes, c'est toujours intéressant. Ouais, comme ça, tu peux tirer des leçons et puis continuer à progresser. Autre question, c'est toujours un petit peu philosophique, mais c'est toujours hyper intéressant dans le début de l'épisode pour bien comprendre un petit peu la philosophie, la psychologie des entrepreneurs. Comment tes amis te décriraient? Je pense que je suis optimiste. D'accord. Volontariste. Quand tu dis volontariste, c'est parce que tu n'as pas peur d'aller de te lancer dans l'inconnu je reste pas les deux pieds dans le même sabot. C'est-à-dire que D'accord. Il y a un mouvement, on va dire. Ok, il faut toujours bouger, quoi. Ouais, un mouvement volontariste. Plutôt bienveillant, je pense, avec le cercle proche, avec les gens que je côtoie régulièrement. D'accord. J'essaie de l'être. Si je ne le suis pas toujours, je m'en excuse. Mais voilà, j'essaie d'être plutôt optimiste et positif. Ok, c'est hyper intéressant. Et la question, pareil aussi, je pense que ça donne aussi un petit peu de sel au podcast pour savoir est-ce que tu as un aventurier qui t'inspire. Voilà. Un aventurier. Un aventurier. Je crois que je t'avais prévenu en avant du podcast. Alors j'ai oublié. La question. J'ai oublié la question. Un aventurier qui m'inspire. Non, je suis quelqu'un d'assez ennuyeux en fait. D'accord. Je suis assez pragmatique et. Ça peut être fictif ou réel. Non. Un aventurier. Ou explorateur, parce qu'en fait. Je me suis jamais posé la question. En gros, pour expliquer un petit peu comment s'est passé le lancement du podcast, c'est que je suis parti avec l'idée de faire un parallèle entre les aventuriers explorateurs et les entrepreneurs, particulièrement dans le monde de la santé, qui se lancent un peu tête baissée, ils ne savent pas où ils vont, ils prennent un cap et puis finalement ils découvrent quelque chose, peut-être pas forcément la bonne chose. Et donc je trouve ça marrant de faire un petit peu un parallèle entre l'aventurier, entre l'entrepreneur et de savoir s'il y a comme ça des personnes qui peuvent inspirer. Je vais être. J'ai pas réfléchi et puis je suis pas spécialement. Moi, je me vois pas comme aventurier. Je me vois plutôt comme un voyageur. D'accord, ok. Voilà, donc avec une destination et puis je gère un peu, j'anticipe ce qui peut se passer sur le voyage. Donc, comme je dis souvent, on définit un cap, un chemin. Ouais. Et il faut juste avoir l'optimisme de dire qu'on arrivera à destination. Mais surtout anticiper ce qui peut mal se passer. Et donc, comme je disais, je suis un optimiste parano. Ok, donc tu anticipes toujours. Je suis très optimiste, parce que sinon, je pense qu'on perd cette dynamique. Mais je suis assez parano, c'est-à-dire que j'anticipe que ça ne passera pas comme on veut.
D'accord. C'est pas grave. Donc tu penses toujours à un plan B quand tu... Ouais, en général, je pense au coup d'après, D'accord. souvent, ou au plan B, Ou c'est... ou C. Parce que et je me modifie beaucoup je crois pas trop, mais ce qu'on prévoit au départ, la seule certitude, c'est que ça se passe jamais comme ça. Ouais. Ça veut pas dire que ça se passe mal, ça veut pas dire qu'on fait pas quelque chose de bien, c'est juste que le chemin, Il n'est pas linéaire. il n'est pas du tout linéaire. Okay. Parce qu'on peut pas le prévoir, il y a plein de choses qui se passent qu'on peut pas anticiper, même avec beaucoup de rigueur et de planification. Donc je pense qu'il faut juste s'entourer de la bonne équipe et être avec les bonnes personnes qui seront capables de gérer ces imprévus pour apporter des solutions. Et donc, ça nécessite un peu de planification. Pas du tout de pessimisme. Donc, c'est pour ça que je dis un peu parano, plus que pessimiste. C'est-à-dire se dire que si ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment de l'anticipation. On ne peut pas tout anticiper, malheureusement. Et donc, le jour où ce qui se passe, c'est pas dans la ligne de nos préparations, avoir les personnes, avoir l'équipe qui est capable de se dire, OK, bon, voilà la situation, comment on va la gérer? Ok, je te poserai sûrement des questions justement sur les projections sur Tissium parce que c'est toujours un exercice intéressant. Mais en gros, est-ce que tu dirais que tu prends peut-être justement cette charge émotionnelle dans la création de la création de la boîte, dans la création de Tissium, tu prends cette charge d'anticiper tout le temps et tu décharges les autres, tu prends ce stress-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui se délègue ou c'est forcément le CEO de la boîte qui doit prendre ce stress d'être un peu parano? Moi, je ne vois pas comme un stress. Hein. D'accord. Je pense pas que alors, des fois, je suis un peu speed, donc les gens disent que je suis stressé. Je pense pas être stressé. Je veux bien reconnaître que parfois je suis stressant. Ok. Moi, je suis pas stressé. Il y a des situations où il faut agir, il faut agir vite, mais c'est pas du stress, c'est juste de la réactivité. Donc, c'est pas quelque chose qui me coûte. Anticiper où il faudra être dans 5 ans, c'est pas du tout quelque chose qui me coûte, qui me fait peur. Et comme je l'ai dit, on ne sera pas nécessairement là où aujourd'hui on pense qu'on sera, mais le fait d'avoir une directionnalité, ça nous permet d'avoir un peu un champ, une vue lointaine. Je pense que le rôle d'une équipe de direction dont je fais partie, c'est d'anticiper là où il faut aller, tout en gérant les événements à très court terme. Entre les deux, les équipes font ça très bien. Ils n'ont pas besoin. Parfois, ils ont besoin de voir de discuter comment on gère des instants un peu, pas de crise, c'est pas le bon terme, mais on doit gérer de l'immédiat. Et le long terme, entre les deux, si on a les bonnes équipes, ils feront ça mieux que quiconque, parce qu'on n'est pas dans le détail au jour le jour. Parfois, on est amené à rentrer dans le détail, justement, pour aider sur telle ou telle prise de décision, mais grosso modo, ils sont très équipés, ils sont bien meilleurs que quiconque pour travailler ensemble et apporter ces réponses-là. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a jamais coûté. À la limite, c'est quasiment ce que je préfère. C'est une vision un peu lointaine, parce que ça donne un champ de vue, ça permet de développer une forme d'ambition. Je te poserai peut-être des questions sur la fin de l'épisode, justement, sur comment passer de la projection à l'opérationnel. Et avant de passer à Tissium, 2 petites questions. Mm-hmm. On en a parlé rapidement. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le monde entrepreneurial? Moi, je suis arrivé hyper tard dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si on refait des blocs, donc j'ai fait des études d'ingénieur que j'ai un peu complétées parce que j'ai fait 2 années supplémentaires à Tokyo. Okay. Après, j'ai bossé dans des entreprises qui étaient de taille moyenne, c'est des startups, mais bon, c'est des startups avec 200-300 personnes la première. Donc, 200 personnes, je ne sais plus comment on était à l'époque chez Trangel, mais c'était une grosse boîte. C'était une petite grosse boîte. Okay. Donc c'était quand même une société qui était structurée, très structurée. Après, j'ai passé 1 an dans cette phase de pré-transition avant mon MBA pour aider des gens pour qui j'avais beaucoup d'estime. À l'époque, j'ai aidé Bernard Gilly qui avait créé la boîte, il était chez Sofinova, et Pascal Neuville qui est le CEO de Domaine Thérapeutique. Donc c'est des gens qui ont été importants pour moi dans cette première phase de ma carrière. Et après une je travaillais chez Serono. D'accord. Où j'ai eu des fonctions. Serono, c'est une boîte qui a été rachetée par Merck. C'était la plus grosse bibliothèque européenne. Ah oui, c'était une très grosse boîte. On était, je pense, 7 ou 8 000. Ah oui, à l'époque. Okay. Et j'ai eu des fonctions opérationnelles. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'étais délégué médical. Après l'INSEAD. Après, j'ai fait chef de produit. Après, j'étais directeur des ventes.
Je suis allé travailler chez UCB. À l'époque, il y avait 12 000 personnes. C'est un grand groupe pharmaceutique biotech européen, belge. Et là-bas, j'ai eu des fonctions globales, donc, qui m'ont amené aux États-Unis, où j'ai travaillé sur tout ce qui était lancement de produits, market access, donc le remboursement au moment de la réforme Obamacare. D'accord. Donc, c'était un environnement qui était très dynamique. J'ai eu la chance de participer à 3 lancements sur une période de 24 mois. Et 3 lancements aux États-Unis sur 24 mois, c'était juste une période très, très riche. J'ai beaucoup appris. Et quand je suis revenu en Europe, on m'a demandé de prendre la direction de l'activité commerciale de la division de neurologie en France. D'accord. Donc je gérais une BU, il y avait une BU avec 2 forces de vente, on avait 4 ou 5 produits. Donc je gérais un PNL de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque, donc une structure intégrée. Donc tu as fait tout le Donc j'ai fait à peu près tous ces rôles-là, et quand j'ai décidé de quitter UCB pour un peu démarrer cette aventure qui deviendra Titium, je sais pas quel âge j'avais, mais c'était... Je devais avoir 30... je sais plus quel âge j'avais. J'avais 38 ans. Ok. Donc, j'étais en milieu de carrière, quoi. Donc, parce que j'ai l'impression que tu as eu déjà 1000 carrières avec tous les postes que tu as Non, mais fait j'avais 38 ans. Donc, okay. J'avais 38 ans. Donc, j'étais pas du tout en train de me dire, tiens, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, c'était vraiment une démarche. J'avais envie de... Je pense que c'était important j'avais envie de donner un virage à ma carrière. Et des rencontres des personnes ont permis que ça se réalise. Et c'était pas une envie personnelle de se dire je vais créer ma boîte. Parce que jusqu'à présent, j'avais pas eu d'idée, ni d'envie, ni quoi que ce soit. Donc ça se fait un peu naturellement, je pense. D'accord. Une question que je pose, c'est la dernière sur cette partie, sur ton parcours, que je pose aussi aux entrepreneurs, c'est de connaître un peu est-ce que le contexte familial, il joue sur l'envie d'entreprendre, etc. Donc forcément, je sais pas, est-ce que tes parents, ils t'ont toujours poussé à faire des choses, à te lancer dans des projets, etc. Bon, évidemment, on est obligé d'en parler parce que je sais que c'est pas ton frère aussi, il entreprend. Est-ce qu'il y a des familles d'entrepreneurs? Est-ce que tu as pu identifier ça, quelque chose comme ça, Notre grand-père était du côté maternel, donc le père de notre mère, et notre grand-père maternel, est un immigré espagnol qui a entrepris, mais au vrai sens du terme. Ouais. Il avait monté une société de livraison de boissons. D'accord, ok. C'était un entrepreneur. Surtout à l'époque, c'était un peu. Il n'y a pas accès à financement comme maintenant. Non, mais c'était un entrepreneur comme il y en a des dizaines de milliers en France et partout en France et ailleurs. Donc c'était plus le côté entreprendre. Stéphane aussi s'est mis à entreprendre tard, entre guillemets, dans sa carrière. Il était CEO de bioMérieux à l'époque. D'accord. Il a quitté pour monter Moderna. D'accord. Donc je pense pas que c'était un besoin. C'était pas un besoin. Voilà, il a vu une opportunité, il s'est dit ça peut changer les choses. Donc je pense pas que c'était une volonté d'être entrepreneur, c'est juste une opportunité qui se présente et une capacité de se dire voilà, j'y vais. Ouais, okay. Et moi, c'était un peu pareil. C'est une période de ma vie où le fonctionnement que j'avais chez UCB, c'était 2 années au siège, 2 années en filiale, 2 années au siège, 2 années en filiale. Pour des raisons personnelles. T'en as marre de bouger à droite à gauche. C'était plus, moi, ça me gênait pas, mais c'était plus pour ma famille. L'idée, c'était de donner un peu de stabilité géographique. Et donc, la contrepartie, c'était je me suis dit, bon, bah tiens, profite de cette occasion pour voir si tu donnes pas un virage à ta vie. Ok. Ça se fait comme ça, naturellement. Ok, hyper intéressant de voir le parcours. Donc maintenant, on va arriver à Titium. Et avant de présenter Titium, comment tu anticipais l'aventure au jour J0 quand tu te lances dans Titium? Comment tu imaginais l'aventure? Est-ce que tu avais des craintes? Au J0? Au J0, voilà, les statuts sont posés, tu t'associes. En fait, c'est UJ moins quelque chose, en fait, parce que les statuts, on les a déposés hyper tard. D'accord. On les a déposés quasiment quand on allait avoir des term sheets. Ok. On a créé la société en mai, et on a eu la première term sheet en juillet 2013. L'aventure Titium, elle a commencé en 2012, donc quelques mois avant. Par une rencontre en fait avec Maria Pereira, qui est notre directrice de l'innovation, qui a créé la société avec nous.
Jeff Karp, qui était son professeur au MIT. Maria faisait son doctorat au MIT. Et Bob Langer, qui était le directeur d'un des grands départements au sein du MIT, dont Jeff était issu. D'accord. Et donc, je les ai rencontrés grâce à Bernard Gilly. Il les connaissait de sa vie d'avant. Donc, il les connaissait précédemment, on va dire. Et qui savait un petit peu les travaux qu'il réalisait dans le domaine. Et je suis parti une semaine à Boston en octobre 2012 pour les rencontrer. J'avais déjà lu leurs travaux, eu accès à du contenu de leur recherche. Et donc, je passais une semaine à Boston en octobre, mi-octobre, pour regarder un petit peu ce qu'ils faisaient, les rencontrer, comprendre les activités, etc. Ok. Et on s'est bien entendu. Ok. C'est pas plus. Franchement, C'était simple, c'était le coup de Comme j'ai foudre, dit, je suis assez ennuyeux comme personne. C'est basique. Je veux dire, au final, ça reste des histoires de personnes. Ils avaient fait des super travaux de recherche. Il y avait beaucoup de choses à construire. Et on a décidé on a pensé qu'on pouvait le faire ensemble. Okay. Voilà. Bah, c'est pas si simple que ça. C'est même parce que c'est quand même une sacrée force d'être capable de voir les personnes avec qui on peut travailler, parce qu'on entend souvent parler, on l'entend tout le temps sur le podcast, on l'entend tout le temps que l'équipe, c'est le plus important. C'est vrai. De voir quand même les personnes avec qui tu peux travailler, ne pas te planter entre guillemets là-dessus, c'est quand même une sacrée force. Donc je trouve pas ça ennuyant à titre personnel. Non, mais je veux dire, ennuyeux dans le sens c'est simple, quoi. C'est assez basique. Si ça s'était mal passé, je serais peut-être pas là pour en parler. Donc, ça s'est bien passé. On fait pas encore des podcasts sur les échecs, mais en pratique, nous, ça s'est bien passé. Je pense que une des forces de l'équipe, je pense avec du recul, un des succès, ça a été que je pense que Maria nous rejoigne. D'accord. Je ne serais pas là si Maria n'avait pas été là, ça c'est certain. Elle a drivé, elle drive toujours. Une pièce maîtresse, pour pas dire la pièce maîtresse de l'édifice. La chance qu'on a eue, je pense, aussi, et je ne peux pas comparer, j'ai pas 25 expériences, c'est que le MIT, Bob et Jeff en particulier, mais d'une certaine manière aussi le TLE, donc l'Office de transfert des brevets, laisse créer l'entreprise et partir. Ils vous ont laissé la licence directement? On a une licence, on a négocié une licence, mais je veux dire, il y a une logique d'autonomisation et il n'y a pas une logique de garder en son sein les entreprises. Et donc, en fait, on est très proche d'eux. Donc, Jeff est observer du board depuis la création de l'entreprise. D'accord. Donc, il est censeur. Et Bob est un de nos conseillers, un de nos advisors. Ils sont très disponibles, l'un comme l'autre. Mais ils sont disponibles si on a besoin d'eux. Ce pas des gens qui s'immiscent dans la vie de l'entreprise. Ils sont très, très disponibles à notre demande. Quand il y a des gens qui les sollicitent au sujet de Tissium, évidemment, ils nous mettent en relation, mais ils ne vont pas essayer d'être au centre de la discussion. Ils ne ramènent pas les choses à eux. Ils nous laissent vraiment nous construire. Et ça, je pense que ça a été une chance assez importante. Et ça fait partie des facteurs de succès. C'est-à-dire qu'il y a une confiance sur le transfert. D'accord. Et le fait qu'on en fera quelque chose de bien, je pense que ça a vraiment été un des facteurs clés au départ. Oui, parce que je sais je l'ai abordé des fois sur le podcast, c'est que des fois, en France, des chercheurs ils sont un peu amoureux de leur recherche, amoureux de leurs travaux de recherche, et donc ils ont du mal à lâcher le bébé. Et donc en parlant du bébé, là, tu viens de le dire en filigrane, donc c'est des travaux qui sont issus du MIT. Est-ce que tu peux nous présenter Tissium, ce que vous faites aujourd'hui, et ensuite on va creuser un petit peu toutes les verticales que vous avez? Alors Tissium, c'est une société qui a développé, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est une société qui a développé une nouvelle classe de matériaux. D'accord. Qu'on utilise comme des dispositifs médicaux pour reconnecter les tissus entre eux. En fait, si on regarde les procédures chirurgicales telles qu'elles existent aujourd'hui, la plupart ont été adaptées ou transposées de l'artisanat, comment on va coudre 2 feuilles de cuir, visser 2 pièces de bois ou clouer ou je ne sais, ou agrafer. Et en fait, quand on utilise ces techniques sur des tissus inertes, comme un bout de cuir, un bout de bois, c'est pas gênant. Mais quand on fait la même chose sur un tissu vivant, le tissu, lui, réagit, on va dire, à ce traumatisme. Parce qu'en fait, ce sont des technologies qui sont dans des gestes qui sont fondamentalement traumatiques. Et ça,
Dans certains cas, c'est pas bien grave. Au pire, ça fait une cicatrice. Dans d'autres cas, ça peut être délétère. D'accord. Et en fait, l'idée de départ, c'était de dire comment on arrive à réparer, reconnecter les tissus entre eux lors de procédures chirurgicales de manière atraumatique et de manière transitoire, c'est-à-dire avec un matériau qui se biorésorbe complètement. Donc, qui serve pendant une phase donnée. D'accord, donc tu le fixes et après on le fixe part, et après il va être amené à disparaître parce qu'on pense que la réparation est transitoire. D'accord. Une fois que les tissus sous-jacents se sont réparés, ils fonctionnent normalement. Et le vrai enjeu était le suivant. Alors maintenant, c'est facile de le verbaliser, mais ça a été assez intéressant au début et je pense qu'il y a une forme de naïveté ou de candeur qui a pas été, qui a joué, je pense, à notre avantage chez Titium. C'est la suivante. Dans le domaine de l'industrie de la medtech, en général, l'innovation, elle est poussée par le chirurgien. D'accord. C'est le chirurgien qui rencontre un problème. En général, il s'adresse à des ingénieurs. Les ingénieurs regardent les technologies disponibles, les modifient, les adaptent, les assemblent pour faire une nouvelle solution. Nous, on est parti de l'autre bout du spectre, c'est-à-dire que c'était plutôt une innovation scientifique. D'accord, donc de la recherche, oui. Qui a créé une matière. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Ok, parce que c'est vrai que souvent en entrepreneuriat, on dit il faut toujours penser le problème avant la solution. Et donc là, finalement, vous aviez une solution Et alors, on avait un champ de solutions, un champ des possibles. Et la difficulté est toujours de choisir la bonne première application ou la seconde, etc. Et donc, c'est un chemin d'innovation qui est un peu atypique en medtech et qui a eu une deuxième conséquence, c'est-à-dire que comme le cœur de la technologie, c'est une matière première, la probabilité qu'elle ne serve que pour un type de chirurgie était faible. Donc, on s'est dit, si ça marche, ça risque de marcher dans plusieurs aires thérapeutiques ou dans plusieurs applications. Donc ça, c'était le point 1. Et venant du domaine des biotech, cette logique de un problème, une solution, on crée la boîte, on valide le problème et on vend la technologie et la société à un plus gros, qui est le modèle un peu standard de la medtech, n'avait pas vraiment de sens pour nous. D'accord. Et venant de l'industrie de la biotech, je pense que ça nous a un peu libérés de cette espèce de dogme. On crée, on fait une société, on la finance, on la vend, qui existe en medtech, en se disant, oui, ok, mais nous, c'est pas notre cas. Donc, on ne va pas appliquer une règle que tout le monde s'applique pour des raisons X, alors que nous, les raisons fondamentales sont d'autres. En fait, ça, tu as pensé directement. Assez tôt, ouais. Ok, parce que ça, c'est toujours intéressant. Je pense de savoir c'était avant même la création de la boîte. Ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, sur le podcast, quand je parle avec des entrepreneurs, on raconte l'histoire à l'échelle de l'histoire de la boîte. Donc, forcément, c'est lissé. Donc, c'est toujours facile de trouver des causes, des conséquences. Et du coup, tu y avais pensé avant. J'ai des vieilles slides assez bidons où j'avais essayé de conceptualiser ça pour l'expliquer. Les gens ne le comprenaient pas très bien au début. C'était sans doute mal expliqué ou trop lointain. Mais oui, j'avais fait une slide d'ingénieur un peu geek avec un système à 3 axes pour essayer d'expliquer ça. Et l'autre chose qu'on a assez rapidement comprise avec Maria, c'était que il y avait la matière première, mais il y avait aussi comment on l'utilisait. Et qu'une même matière première pourrait être utilisée très différemment dans des chirurgies très différentes, avec des fonctionnalités très différentes. Je prends l'exemple, aujourd'hui, on travaille dans le domaine du nerf périphérique. Il s'agit de microchirurgie. On va déposer, on photo-imprime en 3D une chambre dans laquelle on glisse le nerf. Donc comme un petit tube. C'est un petit tube vide que nous, on a photo-imprimé avec notre polymère. Donc on utilise le polymère comme une résine. On va insérer le nerf dans ce petit tube-là et on va venir fixer ce tube au nerf en y déposant à l'extérieur notre adhésif, qui est aussi issu de notre famille de polymères. D'accord. Et on fait tout ça dans un système. Quand je parle de microchirurgie, les chirurgiens aujourd'hui opèrent avec des microscopes. Vraiment ces petits. C'est vraiment. Il y a beaucoup de chirurgiens qui font ça ou c'est vraiment quelque chose de non, très spécialisé. C'est une surspécialité. Oui. En général, ce sont des chirurgiens spécialisés en orthopédie, qui se spécialisent en microchirurgie, des chirurgiens plasticiens dans la reconstruction, qui se spécialisent aussi dans ce domaine-là. Et donc, on utilise. Donc c'est de la chirurgie. D'horlogerie, si je puis dire. Oui, j'imagine bien. Et on a un autre programme. On est dans le domaine de la chirurgie de la hernie ventrale, où on fixe un implant de 20 cm². D'accord.
à l'intérieur du ventre du patient. C'est comme un disque qu'on va venir apposer et coller à l'intérieur du ventre du patient en rentrant avec des outils, des caméras. D'accord. Donc, on est des microchirurgies ouvertes et chirurgie célioscopie où on va fixer un implant de 20 cm². Donc, les échelles de taille sont complètement différentes. Sont complètement différentes, mais on utilise la même chimie de base. D'accord. Sauf que nous, ce qu'on fait, c'est on utilise une chimie qui fonctionne sur certains types de tissus. On sait que ça fonctionne. Donc, la performance est au rendez-vous. Mais on développe aussi les accessoires de mise en œuvre. Donc, ce que nous, on vend, ce n'est pas un flacon ou une seringue de polymère. C'est un kit dans lequel il y a le polymère et les accessoires. Pour le déposer, d'accord. Et on développe tout ça. Et le chirurgien aura accès à une boîte dans laquelle il aura l'intégralité de la solution. D'accord. Donc, on est en train de déplacer la logique qui existe aujourd'hui dans le domaine de la chirurgie, du biosurgery, où le chirurgien achète des matériaux, une feuille, une colle, une vis, etc., à une solution. Ça, c'était assez important. Et ça aussi, c'était dès le début. Ça, vous y avez pensé dès le début dès 2013. Et il y a une slide aussi un peu nulle. Parce que clairement, sans mentir, vous êtes clairement les premières personnes que je connais qui fassent ça, quoi. Je ne sais pas si ça s'est démocratisé depuis ou si je pense que nous, on pense que c'est l'avenir. Mais... Je pense que c'est l'avenir. Tu l'as vu autre part, ce modèle, avant de le lancer ou de la matière et des accessoires. Ouais, du matière et kit. Ouais. Non. Je sais pas. Ou peut-être dans d'autres secteurs, justement, parce que des fois, peut-être dans d'autres secteurs, oui, j'imagine. Mais l'idée sous-jacente pour nous était que il y a le what et le how. D'accord. Et l'utilisateur final, il se moque du what, en pratique. Oui. C'est un moyen pour lui d'arriver que ça fonctionne dans tous les domaines. L'utilisateur final, il a besoin d'une solution qui fonctionne. Et donc, c'était vraiment comment on associe les deux. Et très rapidement, on s'est dit, la valeur de la technologie sera dans le quoi, mais aussi de comment on l'utilise. D'accord. Et effectivement, aujourd'hui, c'est assez facile pour nous d'illustrer ça avec de la microchirurgie et de la chirurgie par célioscopie, où on est sur du millimètre et sur des dizaines de centimètres carrés, donc 15, 20, 30 centimètres carrés. Et au tout début, c'était assez compliqué à verbaliser. Et pour être honnête, il y a eu une phase de transfert de technologie où le polymère, à l'époque, il était fabriqué, quand Maria était au MIT, par batch de 5 grammes. D'accord, oui, en effet. Avec des systèmes de purification, de préparation qui étaient académiques. Et donc, il a fallu totalement inventer un processus d'industrialisation. C'est là, parce que là, depuis que tu es là, avec tout ce que tu me dis, je me dis, mais les défis, ils sont énormes. Il y a tous les enjeux de production, les enjeux de R&D, si du coup les enjeux de bioimpression, parce que du coup, vous faites ça, on l'a fait. Alors, on a toujours essayé de... C'est un truc de fou, quoi, parce que tout ça à gérer à la fois, généralement... Non, on l'a géré en séquentiel. Ok. Alors maintenant, c'est facile quand on regarde avec du recul. Oui. Non, en pratique, tout était séquentiel, parce que c'est pas gérable. C'était trop gros à avaler. Mais on s'est toujours dit, si ça revient sur cet optimisme par anneau. Ok. L'optimisme, c'était si ça marche, comment on avance, et à chaque étape, comment on fait pour dérisquer cette étape d'après. D'accord. Et donc, au début, on a pris une première application qui était un peu assez simpliste, qui était d'utiliser le polymère comme ce qu'on appelle un silane, donc c'est un mastic, pour protéger les lignes de suture quand il y avait des fuites au niveau cardiovasculaire. Donc, quand la ligne de suture fuit, on met du polymère à l'intérieur du corps, sur une artère, sur un vaisseau, pour pas que ça fuit. C'est assez basique comme utilisation, mais ça nous permettait de développer des fonctionnalités de fixation, de colle. Et puis de commencer à vendre aussi. Voilà. Alors, ça nous permettait d'industrialiser. Oui. Voilà. Après, on a commencé à déployer sur d'autres applications et on s'est rendu compte qu'effectivement, le polymère, comment on pouvait l'imprimer, et qu'on avait besoin de faire des objets de petite taille, on a commencé à sélectionner quelle était la technologie d'impression. Et donc, assez longtemps, on va dire, on a travaillé avec un laboratoire académique et on leur a demandé de voir si le polymère était imprimable. D'accord. On l'a pas fait en interne. Vous l'avez directement Les 18 premiers mois, on a fait une collaboration avec l'université de Dublin. Et on leur a dit, voilà le polymère. Ils ont essayé avec une machine standard, voir ce qu'on pouvait en faire. Et quand on a vu que c'était industrialisable, après on s'est dit, OK, comment on l'industrialise avec des vraies imprimantes industrielles, etc. etc. Donc il y a toute cette phase un peu de ce que moi j'appellerais hobby. C'est en interne, on le fait. Au début, on collabore et après on l'internalise. D'accord. Parce qu'on ne peut pas mettre des ressources
à grande vitesse au début. Donc, il y a toujours eu ce sur quoi on travaille officiellement et ce sur quoi on travaille un peu en sous-marin Dans le futur, pour dans le avancer, futur, pour préparer le futur. ouais. Ok. Et donc, le cylindre, ça nous a permis de gérer, d'industrialiser le produit, de fabriquer le process, etc., 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 avec une application type adhésif. Ok. La deuxième, le nerf, ça nous a permis de travailler sur l'impression 3D et de leverager le polymère liquide comme adhésif en l'assemblant. L'hernie, c'est cette notion de coating où on applique le polymère sur un implant qu'on vient coller. D'accord. L'implant, ce n'est pas nous qui le fabriquons, c'est un implant qui existe déjà. On travaille sur un autre programme dans le domaine de la fistule où là, on associe notre polymère à des biomatériaux Ok. pour à la fois fermer la fistule et aussi permettre une porosité D'accord. et une croissance des tissus. Donc, c'est un autre Axe axe de fonctionnalisation du polymère. En fait, chaque fois, on essaie de fonctionnaliser le polymère en prenant une application claire où il y a un besoin médical, clinique, et où on peut avoir des effets d'échelle. Ok. Et vous avez aussi, je crois, une dernière verticale. Je ne sais pas à quel point elle est développée, mais vous mettez du principe actif dans le polymère qui diffuse aussi. Alors, dans on le a temps, une quoi. verticale où on utilise des principes actifs. Aujourd'hui, dans un premier temps, l'idée, c'est de faire un device qui a sa fonctionnalité qu'on booste avec un principe actif. D'accord. À terme, on pourrait aussi utiliser la plateforme comme un système de delivery. En fait, quand le polymère se résorbe, il libère les substances actives. Et c'est très fort. Moi, je regarde ça, je suis vraiment admiratif. Et bah, là, ça me donne envie de poser la question de savoir quel a été le plus gros défi dans tous ceux que tu viens de me décrire. Quel était le plus gros défi que tu as eu à affronter avec Tissium depuis le début? Oh, le plus gros, je ne sais pas. On a eu 3-4 gros défis qui sont, on va dire... On a eu des défis techniques au début, sur le tech transfert et la production. Et c'était des défis... on avait comment on arrive à produire le polymère de façon industrielle. D'accord. Ça n'a juste rien à voir. Ouais. Ce qui est très important, je pense, pour une société technique comme la nôtre, c'est de voir la différence entre l'activité de recherche académique, qui est fondamentale et dont on ne peut pas se passer, Et la partie industrielle. mais qui est différente de l'activité de recherche, on va dire, industrielle, entrepreneuriale. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et c'est pas que l'un est mieux que l'autre, c'est juste deux choses qui n'ont rien à voir. Et ce qui est important, je pense, c'est d'être capable de se fixer des objectifs. Quand on rentre dans une logique entrepreneuriale, industrielle, il faut assez rapidement qu'on pivote vers ce genre de recherche. Et je pense que les deux sont très complémentaires. Il faut En y général, penser dès il y le en a début, une quoi. qui précède l'autre. Donc, comme je disais, nous, qu'on a voulu faire l'impression 3D, on n'a pas développé en interne. Oui, On a travaillé avec des gens qui nous ont aidés à le mettre en œuvre. qui avançaient en parallèle de vous. Quand ils nous ont montré que c'était faisable, que eux, leur valeur ajoutée, elle devenait de moins en moins importante parce qu'ils avaient fait le job. On a pris ça et nous, on a capitalisé dessus. D'accord. Mais si en interne, on avait fait ça, ça nous aurait pris un temps et un coût qui n'était pas adapté. D'accord. L'idée, c'est toujours de calibrer par rapport à l'enjeu qui est devant nous. Donc, il y a eu les enjeux de développer des process. Après, il y a eu un enjeu qui sur le papier est colossal, mais en pratique, ça n'a pas été très compliqué, si je puis dire. Ça a été la prise de décision de construire l'usine. Oui, ça, j'allais y venir. Donc ça, c'était un enjeu qui, en termes de prise de décision et de risque pour l'entreprise, pourrait pas être énorme, mais il a été pris je pense, en 15 minutes lors d'un board. 15 minutes, parce que c'est... Non, mais j'ai expliqué le problème, ouais. on a expliqué. Parce que ça demande Et je quand me même rappelle, énormément de fonds, Antoine, qui est à notre board, Sophie Nova, a regardé le reste de l'équipe, a dit bon, je crois que c'est clair, donc maintenant, comment on fait? Mais la prise de les raisons de la prise de décision étaient assez évidentes les raisons, et donc on a décidé d'avancer. Mais après, c'est énormément de travail. Donc c'est toujours pareil. Il y a des pics mais après, je pense que la vraie difficulté, c'est l'exécution. Oui. La Parce que difficulté, c'est toujours l'exécution. Ouais. Justement, par rapport à ça, parce qu'évidemment, ça coûte un petit peu d'argent de faire tout ça. Au niveau financement, vous n'avez pas eu de soucis. Ça a été, je pense qu'avec ton réseau, ton écosystème, ça devait être assez simple. Non, c'est difficile. C'est difficile, il faut être honnête. C'était quand même difficile, même avec une techno qui vient du MIT. Forcément, on voit MIT, donc ça donne des étoiles dans les yeux, plus les personnes que tu connais un peu dans... Ouais, mais comment dire,
chaque étape, on pense que l'étape d'après sera plus facile. D'accord. En fait, elle est plus difficile parce que l'entreprise grossit. C'est le piège de l'entrepreneuriat, quoi. Voilà. On pense que... Moi, j'ai jamais vu le financement comme un objectif, j'ai toujours vu ça comme un moyen. D'accord. D'accord. Et néanmoins, comme j'expliquais, étant une société de dispositifs médicaux, je me suis plutôt adressé à des investisseurs qui investissaient dans les dispositifs médicaux, dans la medtech. Oui. Sauf que les gens en medtech, ils sont dans une logique, je finance une innovation, je l'approuve, je la développe et je vends l'asset. Surtout en France, en fait, il y a tout un... Ouais, même un peu partout. Un peu partout quand même. Ouais, c'est quand même le modèle qui prédomine. La raison est assez logique. C'est que si l'innovation, c'est un produit, ou un produit qui se décline en 2-3 applications connexes, on ne va pas donner une licence sur toute la boîte. Quand vous donnez une licence sur toute la boîte, en fait, ça revient à la vendre. Ouais. Donc c'est pour ça que souvent, c'est des acquisitions. D'accord. Alors qu'en biotech, en général, vous avez une technologie qui peut être plus large, parce qu'on est sur la science du mécanisme d'action, qui peut avoir des influences sur pas mal de domaines. Donc vous pouvez donner des licences sur différentes applications, tout en gardant de la valeur. Oui, c'est ça le modèle Comme plateforme. Nous, on est sur du plateforme. Et comme nous, on est sur du matériau, on est plus proche de cette logique-là. Même si réglementairement parlant, on est un dispositif médical, D'accord. Structurellement, on est plutôt une boîte de biotech en termes de dynamique d'innovation, de business model à construire. Et au début, c'était très dur à expliquer. Très, très dur. En effet, et il y a quelques personnes qui ont compris, qui ont vu ce qu'on essayait de faire et qui donc nous ont accompagnés. Un des points importants, je pense, pour la vie de la boîte, ça a été l'arrivée de Sophie Nova en 2016, oui. Qui nous a donné l'oxygène, entre guillemets, qui nous a autorisé à déployer cette stratégie un peu de plateforme à la biotech pour une boîte de medtech. Et Antoine Papernik, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de très beaux projets en medtech, qui avait cette logique, la logique de la medtech, a vu dans Titium cette différence et il a accepté, entre guillemets, il a été moteur sur ces différents, mais pour des bonnes raisons. D'accord. Donc, essayons d'accompagner cette différence plutôt que d'essayer de l'écraser, on va dire. Et vous êtes marqué CE sur chacune de vos applications ou c'est marqué CE globalement du coup? Alors non. Chaque produit est lui-même enregistrable et doit être enregistré. La société, elle est certifiée en tant que société sur son process qualité, mais il faut que chaque produit soit enregistré pour chacune des indications. D'accord, individuellement. Ok. Tout à l'heure, tu l'as dit, qu'il y avait des projets en sous-marin. Donc, je ne sais pas si tu pourras le lire, mais j'ai envie de savoir quelles sont les perspectives futures pour Titium et peut-être quels sont les projets sous-marins qui sont en train de se développer là pendant qu'on est en train de parler. Là. Alors, on n'en parlera pas. Par contre, je peux parler des perspectives. On ne se m'attendait pas trop, mais bon. Non, je peux parler des perspectives. En fait, on essaie de construire une société hybride. Et je vais expliquer ce que j'entends par là. C'est une société qui a vocation, dans certaines aires thérapeutiques, on a vocation à développer les produits et les commercialiser. D'accord. Complètement. De A à Z, oui. De A à Z. Et dans d'autres aires thérapeutiques, s'associer avec des acteurs qui sont des acteurs leaders de l'ère thérapeutique. Alors, qu'on me pose parfois, mais comment vous choisissez telle ou telle aire thérapeutique? En fait, là encore, il y a des analogies, on n'est pas original là-dessus. Je vais refaire cette analogie qui existe en pharma et en biotech. Il y a un domaine qu'on appelle en pharma le specialty pharma. Donc en général, ce sont des aires thérapeutiques assez focalisées. De niche, on pourrait dire. Des maladies souvent, pas rares, mais des maladies un peu moins fréquentes. Et en fait, les sociétés, de par la nature de ces aires thérapeutiques, une cible précise, un nombre de chirurgiens ou de médecins à avoir limité, Okay. Un besoin réel. Ça permet de construire une infrastructure commerciale gérable. Okay. D'accord ? Et c'est le cas du nerf pour nous. Si on fait une analogie, dans le domaine du nerf périphérique, il y a le nombre de médecins spécialisés dans la réparation des nerfs périphériques
et somme toute limité en nombre. On a vocation, nous, à commercialiser nos produits en direct dans cette aire thérapeutique-là. Il s'avère que dans cette aire thérapeutique-là, en plus, chez nous, de par la nature de notre plateforme, où un produit, c'est l'association d'une chambre dans laquelle on glisse le nerf et donne adhésif, on sait qu'on va être capable de mettre en œuvre et développer 1, 2, 3, peut-être 4 produits dans cette aire thérapeutique-là. D'accord. On est en train de construire un portefeuille de solutions pour un domaine avec un périmètre défini. Et puis même, je pensais à ça, c'est que finalement, vu que vos solutions, elles sont prêtes presque clé en main, presque plug and play, c'est que vous allez potentiellement créer des vocations et donc aussi étendre le marché. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir plus de... Dans un second temps, sans chirurgiens, doute. ouais. Dans un second temps, sans doute, on va pouvoir... la technologie sera peut-être Moteur de nouvelles vocations. mise en œuvre par des gens moins spécialisés, à la marge. Mais la vocation, dans un premier temps, c'est d'apporter une meilleure solution à ceux qui le font au quotidien. C'est très très fort parce qu'il y en a qui le font en santé numérique, qui emmènent justement le développement de briques techno avec tout ce qui est no-code, etc. pour des personnes qui ne sont pas d'experts. Si vous arrivez à faire ça dans le domaine de la medtech... On voudrait simplifier les choses. Ce serait incroyable. On voudrait simplifier les procédures. Et donc, dans le domaine du nerf périphérique, c'est quelque chose qu'on va mener nous-mêmes. Par contre, dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire ou le domaine de la chirurgie ventrale, des hernies, le nombre les chirurgiens à qui il faut travailler sont très nombreux. Oui. Et donc, l'effort commercial de mise en œuvre pourrait être disproportionné par rapport à ce qu'on pourrait être amené à être capable de faire. Donc là, l'idée, c'est plutôt de s'associer à des acteurs qui sont déjà présents, qui ont déjà un portefeuille, des canaux de vente et dans lequel on vient plugger nos produits innovants pour complémenter, renforcer, étendre leur portefeuille. D'accord. Et donc, c'est la logique plus de biotech, de partenariat. D'accord. Donc, c'est vraiment cette logique hybride. Certaines aires thérapeutiques, on les garde pour nous, si je puis dire, et d'autres aires thérapeutiques, on les développe avec les bons partenaires. Un des points qui est assez unique pour nous, je pense, c'est que la fabrication de nos polymères est assez complexe. Et les procédés industriels assez atypiques. On a décidé de construire l'outil de production et donc on a le contrôle sur le supply. Oui, on se retrouve avec une société qui a, à terme, j'espère, a vocation à avoir des flux liés à ses ventes, des flux liés à ses partenariats, avec des royalties et autres, et des flux liés à du supply pour les partenaires. D'accord, carrément, ok. Les partenaires seront amenés à s'appuyer sur nous pour la production. Oui. Donc, on a une société qui aura, on va dire, trois flux financiers différents, qui ne sont pas de même nature, parce que quand vous avez des flux de vente, ce sont des flux de vente avec toutes les charges qui sont associées à la commercialisation. Quand vous avez des flux de royalties, c'est quasiment une forme de profitabilité. C'est comme un abonnement SaaS. Mais surtout, vous n'avez pas de frais associés sur les royalties. Et sur le supply, vous avez une structure de production classique de sous-traitance. Donc, ce sont des dynamiques de flux qui ne sont pas de même nature et surtout qui sont un peu asynchrones. L'autre chose qui est assez intéressante, c'est que comme on est dans des aires thérapeutiques assez différentes, ça nous permet de dérisquer les dynamiques. C'est-à-dire que s'il y a un ralentissement dans un domaine, il n'y aura pas nécessairement un ralentissement dans l'autre. Donc, on commence à avoir en termes de profil de risque, à la fois business, dans cycle, on arrive un peu à s'affranchir de ces choses-là. Donc ça a pris un peu de temps. Tant que vous n'avez pas construit tout ça, les gens ont du mal à voir comment les pièces du puzzle se clipsent. Aujourd'hui, on rentre dans cette phase-là. Okay. C'est hyper intéressant. C'est vrai que là, vous avez dérisqué complètement et du coup, après, ça va être encore plus facile d'aller chercher d'autres... On essaie de créer un cercle vertueux. Okay. Voilà. Alors, ça prend du temps. Il faut rester humble et c'est pas facile. Mais l'idée, la philosophie est la suivante. On pense qu'on peut changer la façon dont les procédures chirurgicales se font. Et on pense aussi qu'à terme, la vocation, c'est quand même de créer une nouvelle brique technologique. Si on revient sur un des commentaires que j'ai fait précédemment, où la medtech, c'est un besoin du chirurgien qui s'adresse à des ingénieurs. Eux regardent les technologies disponibles. Dans 5 ans ou dans 10 ans, sur la table, il y aura, j'espère, notre famille de polymères. Et l'ingénieur qui aurait essayé de régler ce problème-là,
Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent se rapprocher de nous en disant j'ai bosser. tel projet, est-ce qu'on peut utiliser votre brique technologique? Okay. C'est plus sur une logique de blocs, de pièces de puzzle. En fait, de créer un startup studio de startup qui utilise vos polymères, quoi. L'idée, c'est de créer un écosystème. Il y a une société qui a fait ça très bien aux États-Unis qui s'appelle Gore et Associates. Ils font le Gore-Tex. Voilà. Mais en fait, Gore travaille beaucoup dans le domaine de la santé. Les gens ne le savent pas. La moitié de leur activité est dans le domaine médical. Je sais pas. Ils utilisent leurs matériaux à des fins pour leurs propres produits, mais aussi pour des produits qui sont implantés etc., à droite, à gauche. Personne ne sait que la matière qui est utilisée est faite par Gore pour tel acteur des medtech, mais c'est le cas. C'est un petit peu ce système hybride qu'on essaie de construire. Ça prend du temps, c'est des échéances de temps, c'est 10, 15, 20 ans. Donc, si vous êtes dans une logique d'acquisition, ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas faire quelque chose dans 20 ans si vous espérez être acheté dans 12 mois. Et on a pris le parti pris de construire une entreprise, donc ça impose une forme d'autonomie, tout le supply, le manufacturing, la manière dont on finance l'entreprise, etc. C'est vraiment très fort. Bon, je vois que le temps passe, donc je trouve ça incroyable parce que je pourrais te poser 1000 questions là-dessus. Et finalement, la question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir, par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, sur les faits que tu te projettes, que tu peux être parano de ce qui se passe dans le futur, est-ce que Titium, ça ressemble aujourd'hui à ce que tu avais en tête quand tu as commencé en 2012-2013 ? Macroscopiquement, alors je ne veux pas que ce soit perçu comme de l'arrogance, mais je pense que macroscopiquement, philosophiquement, je ne sais pas comment, de manière très brute, non. Ne t'inquiète pas, je pense que les auditeurs non détaillée, je pense que c'est assez proche de l'espérance. On n'est pas encore arrivé, donc il faut rester, comme je dis, je suis optimiste et parano, donc optimiste, donc on continue à avancer, on fait attention à chaque étape qu'on avance sans reculer, ou si on recule le moins possible, évidemment, mais macroscopiquement, il y avait toujours cette idée de si ça marche, ça marchera dans différentes aires thérapeutiques qui n'ont rien à voir. D'accord. Pour bien que ça marche, il ne faut pas seulement faire le polymère, il faut mettre en œuvre les outils qui permettront aux chirurgiens de l'utiliser, parce qu'on ne peut pas espérer utiliser le polymère en chirurgie ouverte sur un cœur, comme on va l'utiliser sur un doigt, pour un nerf, ou comme on va l'utiliser à l'intérieur du ventre avec des caméras ou des robots. Donc si on vend la même chose aux médecins, c'est pour nous ce qu'on appelle c'est recipe for disaster. On ne peut pas attendre. Donc on a une obligation, je pense, en tant qu'industriel et en tant qu'innovateur, de se dire comment ils utilisent la solution et comment on la développe au maximum pour qu'elle se rapproche le mieux. Pas philosophiquement, mais une des choses qui, moi, je pense qu'on va pouvoir faire, j'espère, c'est réduire la variabilité interopérateur. D'accord, ok. Parce que si vous donnez... si je donne une bouteille d'eau... alors je vais faire une mauvaise analogie, mais si je donne une bouteille d'eau plein d'ingrédients et une recette, si je donne un mix, quelqu'un qui est déjà tout il n'y a plus qu'à mélanger l'eau et c'est le principe des pancakes, quoi. Le mix pancake, tous les gens qui utilisent le même mix ont des chances d'avoir le même résultat. Alors on peut débattre sur est-ce que c'est le meilleur mix ou pas, mais il y a une espèce de reproducibilité du process. Et je pense que pour des procédures un peu spécifiques, ça a une valeur ajoutée pour le système de santé. D'avoir une prédictibilité, un écart type. Vouloir faire l'ingénieur, qui soit le plus je comprends très bien. Et puis même possible. Ça rassure le professionnel de santé parce que finalement il sait ce qu'il utilise, il sait comment il l'utilise. L'idée c'est de les aider au maximum et de faciliter leurs tâches le plus possible. Ok, parfait. Je vois qu'il nous reste 5 minutes. Je vais pouvoir te poser les 2 petites questions pour terminer. Si tu devais relancer une boîte dans la santé, qu'est-ce que tu relancerais aujourd'hui ? Dans quel domaine ? Dans quel domaine ou quelle boîte voilà. Est-ce que tu as une idée de boîte ? Si tu devais relancer quelque chose ou autrement, la question que j'ai bien posée, je l'avais abordée avec Catherine Boulle sous un axe différent, c'est de savoir plutôt dans quel domaine tu aimerais voir émerger des innovations. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Soit est-ce que tu as une idée en santé ou en santé, toujours en santé, je préfère. Je pense, alors là où à titre personnel, si je devais refaire quelque chose, je pense que je chercherais une technologie ou une famille de technologies qui peut partir, qui peut être un peu
transverse comme ce que vous faites. Transverse, voilà, parce que je pense que c'est mon caractère. Ok. D'accord. Donc c'est ma façon c'est mon appétence, on va dire. Je pense qu'il faut faire ce qu'on aime. Et je pense que c'est quelque chose qui me correspond plus à ma personnalité. Donc quelque chose qui a des ramifications, cette logique qu'on appelle communément plateforme, mais dans le sens pas théorique, mais vraiment qu'on puisse exécuter. Ouais. Voilà. Parce que je pense que c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc je pense que j'aurais plus une appétence sur ce genre de choses que sur quelque chose de très ciblé, très spécifique. Ouais. Parce que je ne sais pas. Voilà, après on est qui on est. Donc je pense que c'est pas là où j'amènerais le plus de valeur. Dans les domaines, je ne sais pas, mais je pense qu'il va y avoir il y a encore des choses, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine de la neuro, quoi. Du cerveau. Okay. Je pense que le cerveau, ça va être l'organe du 20. J'espère que ce sera l'organe du 21e siècle, comme le cœur a été celui de la fin du 20e. Ouais. Voilà, il y a eu d'énormes progrès, fait partie encore des terres très, très inconnues. Okay. Donc, je ne serais pas étonné qu'il y ait des choses assez phénoménales qui se fassent, même si c'est très compliqué. Ça reste très compliqué. On va lancer une vague d'entrepreneurs pour aller se lancer sur la neuro. Et évidemment, question classique pour conclure le podcast. Est-ce que tu as un conseil concret ? J'aime bien toujours insister sur le concret à donner à nos auditeurs qui nous écoutent, qui soit entreprennent déjà dans la santé, parce qu'il y en a beaucoup, soit qui veulent entreprendre dans la santé. Alors, comme je disais, je pense qu'il faut toujours avoir un plan. Ok. C'est super important. Il faut aussi savoir qu'on ne mènera pas. C'est pas celui-là qu'on mènera à bien. Ce sera une évolution de ce plan-là. Okay. Je pense qu'il faut toujours avoir un plan pour. Ça donne une direction, mais il faut avoir le pragmatisme de l'adopter. Donc, faut pas. C'est super important, je pense, d'avoir un plan, mais il faut s'autoriser à le faire évoluer. D'accord. En fonction du contexte. Je pense aussi que. Alors, c'est facile. C'est vraiment s'entourer des bonnes personnes. Et je pense qu'il faut évidemment s'intéresser de personnes qui sont meilleures que vous le plus tôt possible. D'accord. C'est pas toujours facile. Oui, il y a toujours un petit peu de les trouver, mais il faut des gens bien meilleurs que soi. Il ne faut pas avoir peur de ça, au contraire. Et le plus tôt, le mieux. Ça, c'est important. Parce que la technologie, dans notre domaine, la technologie, elle est fondamentale. Sinon, il n'y a pas de sujet. On se retrouve autour d'une technologie. Mm-hmm. Mais la technologie, en tant que telle, c'est très rapidement, c'est plus le débat de l'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'entreprise. Et une fois que la technologie est là, qu'il y a entreprise, ce n'est pas la technologie qui fera la différence. C'est ce que les gens en feront. C'est l'exécution, ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment. Et ça peut paraître trivial et un peu facile et complaisant, mais c'est vraiment ce que moi j'ai pu voir. Quand ça s'est bien passé, on aura des pépins, on a toujours des problèmes. Et ce qui fait qu'on arrive à les surmonter, c'est uniquement les personnes qui sont capables de... À titre perso, je trouve pas ça trivial parce qu'en fait, j'ai commencé à comprendre que il faut répéter. C'est vrai que c'est des choses qu'on entend de la bouche de beaucoup d'entrepreneurs. C'est des choses qu'on n'intègre pas forcément directement et donc il faut les répéter. Et je pense que là, on l'a bien compris avec ton parcours. Avec du recul, c'est les périodes qui ont été charnières pour l'entreprise, elles ont souvent été liées à des personnes. Ok. Parfait. Merci beaucoup Christophe pour cet épisode très très riche. On a tenu parfait, on a quasiment fait 1 heure pile. Et un grand merci à toi. Et puis on va suivre ce que fait Tissium avec grande attention, très très grande attention. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt.